Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler cette fois d'un seul film, aussi bien unique qu'ambitieux, aussi bien spectaculaire qu'intime. Gravity est réalisé par le Mexicain Alfonso Cuarón et coécrit avec son fils Jonas. Il est produit et distribué par la Warner pour la modique somme de 100 millions de dollars, avec une sortie en octobre 2013. Une bien belle enveloppe qui permet à Cuarón d'avoir les moyens de ses ambitions pour concevoir un film à la frontière entre la prise de vue réelle et l'animation. Nous allons voir dans cette vidéo comment le processus de création expérimentale de Gravity participe à la narration du film, mais avant de rentrer dans l'analyse, il faut d'abord comprendre comment ce projet est conçu. Je tiens à préciser que mes vidéos n'ont pas pour vocation à remplacer les making-of des films, notamment présents sur les éditions physiques, où je récupère la plupart de mes illustrations vidéo, mais plutôt à vulgariser et approfondir des concepts et à donner mon point de vue sur les effets spéciaux et le cinéma. Je vous invite donc à découvrir les nombreuses heures de bonus de Gravity par vous-même si vous souhaitez en savoir plus. Tout film commence avec un scénario, et celui de Gravity possède une intrigue simple, mais avec la particularité d'être très détaillé dans la description de l'action et de l'environnement, justement car le film est raconté en grande partie par ce qu'on pourrait appeler de la narration visuelle et sonore, ou purement cinématographique si on préfère. Si le scénario véhicule déjà toutes les intentions et les thématiques, ce n'est pas tant par le dialogue qu'elle s'exprime que par les images et le son, ce qui implique de réfléchir très tôt à la mise en scène, et pour ça on commence en général par un storyboard. Le problème du storyboard est qu'il s'agit d'images fixes, et que notre cher Alfonso Cuarón n'est pas du genre à poser sa caméra sur un trépied, donc c'est là qu'intervient la prévisualisation 3D, ou prévise, ou même animatique, qui permet d'intégrer très tôt la notion de mouvement à l'image à l'aide d'une animation 3D. C'est le studio londonien d'effets visuels Framestore qui a l'heureux privilège d'être le principal prestataire VFX de Gravity. Le superviseur est Tim Weber, chez Framestore depuis les années 80, qui avait déjà travaillé avec Cuarón sur son précédent film Les Fils de l'Homme, sur lequel on reviendra tout à l'heure. La prévise commence à devenir essentielle lorsque l'équipe créative comprend que le seul moyen de filmer l'absence de gravité pour ce scénario est de le faire virtuellement. On ne peut pas maintenir les acteurs par des câbles puisque leur mouvement subirait la gravité, et les vols spécialisés en zéro gravité n'ont pas grand intérêt puisqu'ils ne durent que quelques secondes. L'idée est donc de filmer uniquement le visage des acteurs et de créer absolument tout le reste numériquement. A l'inverse du processus de fabrication traditionnel qui consiste à d'abord tourner les plans avec les acteurs puis d'intégrer l'image de synthèse, cette fois il faut d'abord réaliser le film numériquement puis intégrer les acteurs. Comme pour un film d'animation, les storyboards deviennent rapidement une gigantesque prévise pour tout le film, pour mettre en place chaque plan avec le bon timing, chaque déplacement de personnage, décor, action, position et mouvement de caméra. Cuarón et son directeur de la photographie, Emmanuel Lubasky, passe à peu près 10 mois aux côtés de Framestore à concevoir la prévise. Une fois que tout est en place, vient l'étape du pré-lighting, où le directeur photo s'occupe, souvent lui-même, de définir les directions de lumière sur chaque plan, tout en sachant qu'il y a des plans longs de plusieurs minutes avec une caméra qui va dans toutes les directions, ce qui fait que le choix de l'emplacement du soleil dans la scène n'est pas anodin. Ensuite, le réalisateur s'occupe de filmer lui-même de nombreux plans avec une caméra virtuelle, la fameuse caméra post-avatar permettant de filmer réellement et manuellement un environnement virtuel. Si Cameron composait ses plans après le tournage, Cuarón doit le faire avant. L'avantage de le faire à la main est que l'on obtient une sensation de mouvement plus naturelle qu'une simple trajectoire linéaire créée en 3D, même si la plupart des plans ont un mouvement directement conçu en 3D, en essayant d'ajouter la tension propre à une caméra portée. Avant de passer à la quatrième et dernière étape de la préparation du film, il faut parler du tournage très particulier consistant à filmer les acteurs dans un environnement spécialement conçu pour le projet et qui s'appelle la Lightbox. Il s'agit d'un cube dans lequel est projetée la prévise du film, mais pas du point de vue de la caméra, mais de celui du personnage. Framestore rend donc deux versions de la prévise, de manière à ce que la version subjective serve à éclairer l'actrice. Celle-ci se tient au milieu du cube, accrochée à une plateforme qui ne peut pas tourner à plus de 45 degrés pour éviter qu'un changement de gravité se voie sur sa peau si elle est mise à l'envers. Le concept est de garder l'actrice relativement fixe pour que ce soit le mouvement de caméra qui donne l'illusion qu'elle se déplace. En d'autres termes, la caméra ne sert pas seulement à créer son propre mouvement dans le plan,
mais aussi à créer l'illusion du mouvement de l'actrice. Ce qui implique une programmation de la caméra très particulière, et c'est là qu'intervient la quatrième étape de la préparation, avec la TechVis, que l'on retrouve dans très peu de films, et consiste à visualiser en 3D comment le plan va techniquement pouvoir être réalisé. À partir du mouvement de caméra de la prévise, le modèle 3D du robot qui tient la caméra est programmé à la bonne échelle pour se répercuter sur le bras robotique du tournage. L'équipe créative de Gravity va chercher l'entreprise américaine Bot & Dolly, initialement spécialisée dans l'assemblage de voitures mais qui avait déjà réalisé des pubs avec leurs appareils, pour utiliser leur bras robotique programmable qui est une sorte de caméra de motion control très avancée. On a donc l'actrice sur sa plateforme, son visage est éclairé par la lightbox qui affiche la prévise en vue subjective, et un bras robotique préprogrammé pour filmer le mouvement du personnage à l'écran. On peut parfois ajouter un bras robot pour manipuler une source de lumière et un autre pour bouger un morceau de décor, comme sur le plan fœtus par exemple, où la source de lumière extérieure représente le soleil et la fenêtre est déplacée pour que la lumière évolue sur elle, étant donné qu'elle est censée flotter et ne pas rester fixe. L'actrice est assise sur une selle de vélo où sa jambe droite est accrochée pour qu'elle puisse tenir, mais qui est ensuite effacée pour mettre une jambe en 3D, avec tout le reste du décor. C'est d'ailleurs un plan extrêmement complexe pour Framestore, surtout quand elle enlève sa combinaison, puisqu'il s'agit d'une interaction entre une personne réelle et des vêtements en 3D, ce qui implique parfois de refaire ses bras et jambes en 3D pour faciliter les interactions et les transitions entre la vraie personne et son double. Le début du plan est en revanche filmé dans la lightbox. Pour certaines scènes, l'actrice peut également être accrochée par des câbles, que ce soit dans l'espace ou bien à l'intérieur de l'ISS, notamment grâce à un harnais à 12 câbles agencé de telle manière qu'elle reste droite et qu'il n'y ait pas d'effet de balancier. Ses jambes et son corps sont parfois remplacés en 3D lorsqu'ils sont maintenus ou bien trahissent une gravité. Une fois le tournage terminé, il faut détourer le visage des deux acteurs pour les incruster dans les casques des personnages 3D, c'est ce qu'on appelle la post-vise, c'est-à-dire mélanger de manière brute la prévise et les images tournées pour avoir une idée du résultat. À partir du moment où tout est bien calé, il ne reste plus qu'à transformer la prévise en un rendu complètement photoréaliste. Si la Terre possède de nombreuses textures pour lui donner son apparence, les nuages, en revanche, sont des simulations volumétriques, ce qui est très lourd à générer, mais forcément plus réaliste que des textures. On a également des simulations de particules pour faire les aurores boréales dans le logiciel Houdini. En termes de modélisation 3D, ou modeling en anglais, des photos haute qualité des stations Atlantis et Discovery servent à créer la station Explorer que l'on voit au tout début. À partir des photos, Framestore utilise le logiciel d'Autodesk Image Modeler pour obtenir rapidement un modèle 3D basique aux bonnes proportions, puis tous les détails sont modélisés. En ce qui concerne l'ISS, une base 3D est également générée à partir de photos, puis SimModeler s'occupe de fabriquer tous les détails, chacun sur sa propre section. À l'intérieur de l'ISS, il y a à peu près 300 props, donc des objets, chacun est basé sur un vrai objet récupéré par le département artistique. Ils sont modélisés, puis différentes photos sont prises pour qu'elles soient projetées sur le modèle comme texture. L'étape de l'animation est particulièrement importante puisque seul le visage des acteurs est récupéré, ce qui veut dire que tout le corps est animé en keyframe, en image clé, donc par les animateurs. Sauf qu'évidemment l'animation est faite avant le tournage, pour la prévise, donc il s'agit surtout de retravailler les mouvements et les timings, notamment pour s'adapter au rythme de jeu des acteurs. Dans l'ensemble, l'intégration des visages fonctionne plutôt bien grâce à une préparation minutieuse. Un élément qui semble anodin mais qui est en réalité extrêmement important est la visière qui est toujours en 3D. Tout simplement car une vraie visière aurait reflété le studio de tournage. Sur la visière vient s'ajouter la buée lorsque le personnage expire. Celle-ci est filmée sur fond noir avec une personne soufflant sur un morceau de verre glacé.
Différents souffles sont filmés puis additionnés numériquement sur la visière au rythme des respirations de l'actrice. D'ailleurs, lors du plan séquence de 5 minutes où l'on rentre à l'intérieur de son casque puis on ressort, plusieurs prises sont assemblées, dont une avec une mini-caméra pour filmer son visage en très gros plan. Les fortes variations de lumière permettent de faciliter les transitions d'une caméra à l'autre. Si la réaction physique de la buée est bien réelle, ce n'est pas le cas des débris, des destructions, du feu et de l'eau, qui représentent à eux quatre les principales oppositions aux personnages. Framestore réalise toutes ces simulations dans le logiciel Maya, y compris pour les vêtements. Une simulation 3D consiste à paramétrer une multitude de facteurs physiques, à bien préparer les modèles pour qu'ils interagissent de la bonne manière, puis à lancer le calcul pour voir comment ça se déroule, comme si on donnait une pichenette pour faire tomber un parcours de domino. Sauf que là ça fonctionne rarement du premier coup, surtout quand c'est complexe. La destruction de l'ISS par exemple est scindée en 4 parties, de manière à plus facilement la gérer sur un plan de plusieurs minutes. Et enfin les simulations de feu sont parfois mélangées à des images de flammes filmées sur fond noir. Pour finir sur la fabrication, si Framestore est le principal prestataire des VFX de la préparation jusqu'à la sortie en salle, on peut compter également le studio australien Rising Sun Pictures, qui s'occupe de la superbe séquence d'entrée dans l'atmosphère. Le studio récupère les modèles de Framestore et adapte les scènes 3D à leur propre workflow, principalement sur le logiciel Houdini, contrairement à Framestore qui est sur Maya. Il s'agit sûrement d'une de mes séquences à effets spéciaux préférées, tout film confondu, tant la qualité des images et de la musique exprime la métaphore de la renaissance du personnage à l'échelle démesurée d'un Big Bang, de son retour sur Terre, aussi bien physique que spirituel. What do you like about being up here? The silence. I could get used to it. En termes de mise en scène, la principale caractéristique de Gravity est l'utilisation spectaculaire des plans séquences, c'est-à-dire des plans qui durent plusieurs minutes sans coupure. Un exercice de style particulièrement complexe lors d'un tournage en prise de vue réelle, puisqu'il nécessite une préparation minutieuse et des moyens techniques plus importants pour assurer la bonne continuité d'une prise. Dans Gravity, les plans séquences ne sortent pas de nulle part puisqu'il s'agit d'un style qu'Alfonso Cuarón développe depuis plusieurs années, d'abord avec certains plans de plusieurs minutes dans ses premiers films, jusqu'à Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, où il expérimente pour la première fois le plan séquence avec de l'image de synthèse. Mais c'est surtout le long métrage suivant, Les Fils de l'Homme, en 2006, qui va définitivement faire de lui un virtuose dans ce domaine. Il y en a plusieurs dans le film, notamment celui à la fin, particulièrement impressionnant, mais je dirais que c'est surtout la séquence dans la voiture, où la caméra se permet de tourner où elle veut pendant plusieurs minutes, en pleine action et panique. 2 mois de préparation et 8 jours de tournage sont nécessaires, avec un énorme rig mis en place autour de la voiture pour enlever différentes sections, afin de faire passer la caméra par le toit. Le plan est un assemblage de 6 prises différentes, la 3D intervient pour faciliter les transitions, mais aussi pour créer une multitude d'éléments tels que la balle de ping-pong, les débris, les fractures, l'intérieur de la voiture à certains moments, certains personnages en 3D, etc. Un bon gros casse-tête technique. Si l'exercice du plan séquence peut rapidement devenir tape à l'œil, chez Cuarón il s'harmonise très bien avec 2 autres facteurs qu'il affectionne, la courte focale et la distance par rapport au sujet. Mais également en faisant attention à ce que le plan séquence s'arrête, comme il l'explique lui-même, lorsqu'il atteint une conséquence. Les Fils de l'Homme est quasi entièrement tourné au 18 mm, qui est donc une courte focale avec un angle de vue très large, permettant de contextualiser les personnages dans leur environnement, mais également de raconter le plus de choses possible en un seul plan. Cuarón et son directeur photo, Emmanuel Lubezki, déclarent ne pas être particulièrement fan des gros plans à répétition, et c'est pour ça qu'il n'y en a presque aucun dans Les Fils de l'Homme. Il y en a très peu dans Gravity aussi, et on obtient donc une certaine distance par rapport au sujet qui implique une préparation plus minutieuse, puisqu'on voit plus de choses à l'écran, et permet à la caméra lors d'un plan séquence de rester en mouvement tout en gardant la lisibilité de l'action par la distance et par la courte focale.
Et cette logique est pleinement exploitée dans Gravity, dès le premier plan qui dure 13 minutes. La mise en scène est réfléchie de manière à raconter l'histoire avec un déplacement le plus fluide possible pour ne pas donner la gerbe. On observe une dynamique entre le mouvement de la caméra et celui des protagonistes, comme une forme de danse, avec beaucoup de va-et-vient dans le cadre pour jouer sur la profondeur de champ. C'est donc tout naturel que le film soit pensé dès le début pour le relief, car c'est la profondeur dans l'image qui va régulièrement ponctuer le rythme de la scène. Lorsqu'ils se font percuter par les débris, le danger survient d'abord en arrière-plan pour ensuite alterner très rapidement entre l'arrière et l'avant-plan avec une caméra relativement statique. Je trouve qu'il y a un superbe équilibre entre l'élégante simplicité de la caméra et la complexité de la chorégraphie tout en profondeur, où justement le point de vue de la caméra peut représenter l'impuissance du spectateur face aux événements. La distance accorde également une grande confiance au décor pour créer de l'impact, et maintient l'action parfaitement lisible avec une courte focale qui élargit l'angle de vue et les perspectives pour permettre à la fois au spectateur d'explorer l'image au maximum, mais également pour améliorer les effets de relief qui ont besoin de perspective. Grâce à une mise en scène très immersive, faussement simple, et un super travail sur le son soit dit en passant, les effets visuels ne sont pas juste visibles, mais sont magnifiquement mis en valeur pour réellement impressionner le spectateur. Certains effets de relief sont bien sûr très tape à l'œil, mais disons que ça fait aussi partie de l'expérience. En revanche, je trouve ça étrange que le film ait un ratio d'image de 2:39, c'est-à-dire un cadrage qui favorise la largeur, avec notamment des bandes noires lorsque l'on regarde sur un écran de télé par exemple. En fait, c'est un ratio entre guillemets aplati, qui n'est pas spécialement adapté pour le relief, qui a besoin d'un peu de hauteur pour mieux englober le spectateur, on va dire. Ce n'est pas pour rien si Hugo Cabret, l'Odyssée de Pi ou encore les Avatars sont proposés en 1:85, donnant ainsi un cadrage aux proportions plus homogènes, plus naturelles, qui va améliorer le sentiment d'immersion avec le relief. Hormis cet aspect, Gravity est parfaitement taillé pour la 3D relief et bénéficie également d'une excellente conversion par le studio Prime Focus, spécialiste dans le domaine qui s'occupe de 85 plans. Si les plans VFX se sont rendus 2 fois, pour l'œil droit et l'œil gauche, aucun plan n'est filmé nativement en relief, mais uniquement converti, ce qui implique les quelques plans dans les capsules où il y a tout un décor, mais aussi le corps de l'actrice lorsqu'elle est dans l'ISS, tous les plans dans l'espace où c'est uniquement pour le visage, et puis toute la fin sur Terre. Prime Focus détourne l'actrice, reconstruisent comme ils peuvent un maximum de l'arrière-plan puisque l'avant-plan est découpé, puis replaqué sur l'image avec un léger décalage pour chaque œil pour créer le relief, ce qui implique de refaire un peu l'arrière-plan pour combler le trou du découpage. Puis il récupère un modèle 3D des décors et de l'actrice pour générer une map de profondeur, de manière à créer un relief particulièrement affiné allant des détails du décor jusqu'aux courbes de son visage. C'est évidemment un boulot monstrueux, encore plus invisible que l'image de synthèse. En plus de la mise en scène, les couleurs et la lumière ont un rôle très important dans la narration. La lumière hyper directionnelle et agressive du soleil peut participer à la désorientation des personnages et du spectateur, et elle peut être très intéressante pour refléter l'état émotionnel de la protagoniste quand le soleil est obstrué par la Terre pour donner un coucher de soleil lorsqu'elle perd espoir, puis un lever de soleil quand elle reprend goût à la vie. La rotation de la Terre durant tout le film a un parcours minutieusement réfléchi, alternant entre les continents et océans aux teintes chaudes ou froides en fonction de la scène. Gravity débarque à une époque où les environnements virtuels photoréalistes sont arrivés à maturité. On est également en pleine trilogie du Hobbit, qui tente de repousser les limites du virtuel. Et surtout, il sort un an avant Interstellar, qui aura une approche des effets spéciaux et de l'espace radicalement différente, car plus traditionnelle en utilisant des maquettes, même si le numérique est aussi utilisé de manière expérimentale, avec une mise en scène plus proche du documentaire à certains moments. Si Gravity n'a pas spécialement révolutionné les effets visuels, il a surtout magnifié une technologie grâce à une immersion dans l'espace inédite dans l'histoire du cinéma. On peut éventuellement souligner que la technologie de la Lightbox, consistant à éclairer l'acteur par des écrans LED qui affichent un rendu 3D précalculé, est une méthode de tournage qui va faire son petit chemin puisqu'on la retrouvera ensuite avec Interstellar et First Man par exemple, pour des séquences spatiales évidemment. Jusqu'à la série The Mandalorian qui va mettre au point ce qu'on appelle le tournage en production virtuelle, où cette fois l'affichage ne sert pas seulement pour l'éclairage, mais aussi comme arrière-plan définitif.
Enfin, dans la théorie. Si Gravity est techniquement très complexe, il prend le parti pris inverse de suivre une narration simple pour ne pas diluer ses métaphores, en axant le conflit non pas sur un combat d'idéologie face à un adversaire principal comme le font la plupart des récits, mais sur un conflit intérieur. L'adversité ne vient pas d'un être humain, mais d'éléments physiques naturels. Cette absence d'opposition humaine, très casse-gueule à écrire, est à la fois un avantage et un inconvénient. Un inconvénient puisque l'intrigue, avec un seul personnage, devient naturellement pauvre. Mais un avantage car ça permet de se focaliser uniquement sur le parcours émotionnel de la protagoniste et de son environnement. Gravity a le conflit narratif le plus basique du monde, c'est-à-dire la survie d'un individu face aux éléments incontrôlables. Sauf qu'il est placé dans l'environnement le plus pur qui soit, l'espace, pour nous ramener au contraste le plus absolu d'une combinaison blanche sur fond noir. Une dualité qui, selon moi, parcourt toute la fabrication du film. À commencer par le contraste entre une histoire simple mais incroyablement difficile à réaliser, le contraste entre un tournage ultra minimaliste pour un résultat visuellement très riche, le contraste d'un film qui a besoin d'être minutieusement préparé pour représenter l'inertie et le chaos, le contraste dans l'éclairage qui oppose la lumière du soleil au noir profond de l'espace, le contraste entre les deux seuls personnages du film, une femme et un homme, le contraste entre les scènes dans l'espace filmées ou générées numériquement contre les scènes sur Terre filmées sur pellicule 65 mm, et enfin si on veut aller plus loin, le contraste dans la nature même de l'adversité qui est complètement virtuelle, informatique, donc une suite binaire de 0 et de 1. C'est cette profonde cohérence entre le fond et la forme qui fait de Gravity une œuvre que je trouve particulièrement efficace, signifiante, compacte, maîtrisée, sans fioritures et digressions, à la fois très modeste et grandiloquente. Les différents contrastes permettent d'exprimer la simplicité d'un conflit binaire mais universel, d'un personnage face à l'inertie de la vie, pour l'amener vers une forme de renaissance spirituelle. On peut dire que ce n'est pas seulement par le prisme purement littéraire du scénario que l'histoire est racontée, mais par une approche cinématographique dans sa totalité. Dans l'espace, tout est numérique d'une manière ou d'une autre, mais lorsqu'elle est en sécurité dans ses capsules, l'environnement autour d'elle devient réel, avec des éléments qui flottent pour rappeler le danger autour. Après l'entrée fracassante dans l'atmosphère quand la capsule fait son amérissage, elle est enfin dans un endroit familier et donc on revient doucement à la réalité avec une maquette de la capsule à l'échelle 2/3 et du parachute à 1/2. Mais lorsque le danger revient avec l'eau, l'adversité devient hybride en étant à la fois réelle mais en la plongeant à nouveau dans l'inconnu et donc dans un environnement virtuel. Jusqu'à ce qu'elle retrouve enfin la sécurité de la surface, de la réalité, pour ensuite rejoindre la terre ferme. Ce qui n'empêche pas à ce dernier plan d'être grandement retouché, notamment pour donner de la verdure au paysage, pour mieux symboliser son retour à la nature. La scène est tournée au lac Powell, dans l'Utah, alors qu'elle est censée représenter la Mongolie. Nous sommes à une époque où beaucoup de réalisateurs n'assument toujours pas les effets numériques de leurs films, alors qu'ils en sont remplis et totalement dépendants. Gravity est un des seuls à autant mettre en avant les effets visuels numériques, le nom du superviseur apparaît juste après ceux des producteurs et du directeur de la photo, et une quinzaine de postes VFX se sont crédités très rapidement, tout comme le reste des infographistes, ce qui n'arrive jamais à ma connaissance. De par leur implication pendant plus de 3 ans, et de la qualité du résultat, c'est peut-être le meilleur projet de l'histoire du studio Framestore, fondé dans les années 80 mais qui va réellement émerger au début des années 2000 pour devenir aujourd'hui un des plus importants au monde. Si Gravity est parfois critiqué pour être un film sans scénario où tout est dans les effets spéciaux, ça lui donne au moins le très rare privilège d'être véritablement une expérience de cinéma inédite, même si je pense que l'on peut apprécier l'œuvre chez soi, si tant est qu'on soit réceptif à la proposition. Peut-être que l'audace de Cuarón est de ne pas avoir fait un film qui gravite continuellement autour de nous, quitte à devenir un vieux débris, mais plutôt d'avoir donné naissance à une expérience de cinéma viscérale et éphémère, quitte à devenir une étoile filante.